Mesdames et messieurs, bonjour. Chaque 8 mars, le monde entier célèbre la Journée internationale des femmes, officialisée par les Nations Unies en 1977. La Journée internationale des femmes trouve son origine dans les luttes des ouvrières et suffragettes du début du XXe siècle pour de meilleures conditions de travail et de droit de vote. C'est une journée de manifestation à travers le monde entier, l'occasion de faire le bilan sur la situation des femmes. Mais en Afrique, cette journée est malheureusement assimilée à une journée festive où des promesses utopiques, voire irréalistes, sont faites à la gente féminine. Une gente féminine d'ailleurs qui semble prêter flanc à cette comédie puisqu'elle est toujours prête à se faire instrumentaliser en période des élections. Pourquoi les femmes sont-elles si faciles à manipuler par les politiques en Afrique? La lutte pour la défense des droits des femmes doit-elle se faire en Afrique comme elle se fait en Occident? Quand on connaît les pesanteurs sociologiques et religieuses qui lient les populations africaines, la célébration de la journée du 8 mars n'est-elle pas une farce en Afrique? Autant d'interrogations qui seront débattues dans Sika Infomag de ce jour. Rappelons que cette émission est consacrée à l'analyse de l'actualité africaine et internationale. Avant de lancer le débat, je vous propose de suivre ici le flash d'information de ce jour. 2 enfants et un casque bleu tchadien ont été tués ce dimanche par des tirs de roquettes à Kidal dans le nord-est du Mali. Contrairement à l'attaque de Bamako revendiquée par Al-Mourabitoun, les auteurs du tir de roquettes contre le camp de l'ONU à Kidal ne se sont pas fait connaître dans l'immédiat. Au Nigeria, le roi du Maroc refuse de s'entretenir avec le président Goodluck Jonathan. Selon une source diplomatique marocaine, Goodluck Jonathan est président depuis 5 ans et n'avait jamais demandé à discuter avec le roi du Maroc. Sa demande est donc assimilée à une récupération politique pour s'afficher avec un dirigeant d'un pays arabe et musulman à l'approche des élections. Enfin, au Maroc, près de 10 000 personnes ont manifesté ce dimanche à Rabat à l'occasion de la Journée internationale des femmes, réclamant notamment une mise en œuvre plus rapide de la Constitution de 2011 qui appelle l'État marocain à œuvrer à la parité. Les participants ont scandé des slogans critiques à l'égard du chef du gouvernement. Sur Sika Infomag de ce jour, nous avons choisi de débattre de la Journée internationale de la femme. La célébration du 8 mars est-elle une réalité ou une comédie en Afrique? C'est la question au cœur du débat que nous lançons juste après ce générique. Quel bilan peut-on faire de la lutte en faveur des droits des femmes en Afrique dans le cadre de la célébration du 8 mars? Pour débattre de ce sujet, j'ai sur ce plateau une militante très engagée des droits des femmes en Afrique et dans le monde entier, originaire du Bénin. Madame Huguette Aklogan-Dossa a été présidente de Social Watch section Bénin. Elle a été également membre du Conseil économique et social. Madame Dossa Aklogan, bonjour. Bonjour. J'ai également sur ce plateau coutumé Emmanuel Crépi, les journalistes à Sika TV. Emmanuel, bonjour. Bonjour, Joël. Alors, ma première question s'adresse à vous, Madame Huguette Aklogan-Dossa. Alors, quand on parle du 8 mars, qui est célébré, donc, où est célébrée donc la femme, est-ce que selon vous, est-ce qu'on peut dire que c'est une manifestation sincère ou une pure comédie quand on est sur le continent africain? Merci beaucoup. Avant toute chose, je voudrais saluer Sika TV pour cette initiative en cette journée mémorable pour les femmes, journée de réflexion et de rétrospection. Je voudrais dans un second temps saluer toutes les femmes militantes, toutes les femmes qui se battent, qui défendent les droits humains au quotidien, depuis la base jusqu'au sommet. Et dire que le 8 mars, en réalité, si nos aînés se sont battus pour l'avoir, ce n'est pas pour que ça devienne une journée de farce. Ce n'est pas pour que ça devienne une journée de comédie, ni d'hypocrisie. Donc vous reconnaissez que c'est une journée d'hypocrisie telle qu'elle est célébrée en Afrique? En tout cas, nos dirigeants africains l'ont instrumentalisée avec la complicité de nos sœurs qui participent actuellement à la gestion du pouvoir. Oui, mais quel bilan peut-on faire aujourd'hui de la célébration de ces journées sur le continent africain et plus particulièrement au Bénin, dont vous êtes originaire? Je pourrais dire qu'on retrouve 2 catégories de bilan. Le bilan de ceux qui dirigent, qui trouvent qu'ils font déjà beaucoup pour les femmes avec tout ce qui est mis en place et tout, dont on ne voit pas l'efficacité. Et le bilan de celles qui sont activistes comme nous, défenseurs des droits humains, qui, au regard de
des engagements pris par nos dirigeants au niveau des Nations Unies comme des autres instances à l'international devraient remplir des cahiers de charges. Et quand on fait le pour et le contre aujourd'hui, nous nous rendons compte que le dire est plus important que le faire. Le dire plus important que le faire aujourd'hui, d'autant plus que par rapport aux objectifs du millénaire pour le développement qui constituent des critères sur lesquels ils se sont eux-mêmes engagés pour qu'en 2015, justement, nous y sommes, nous puissions avoir le minimum pour l'entretien et le développement des enfants, le minimum pour que les femmes sortent de la précarité, parce que je n'aime pas utiliser le terme pauvreté. Nous ne sommes pas pauvres en Afrique, nous sommes dans la précarité. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous sortions de la précarité? Le minimum pour que du point de vue santé, du point de vue environnemental, nous vivions dans un cadre sain. Qu'est-ce qui a été fait de façon concrète? Tous les programmes mis en place en dehors de l'éducation et de l'accès à l'eau potable, nous ne voyons pas de résultats concrets. Donc vous voulez dire que cela a été un échec sur le continent africain? Pas un échec totalement, d'autant plus que 2 sur 7. C'est un échec. Quand vous avez 2 sur 7, vous n'avez même pas la moyenne. Vous n'avez pas la moyenne, certes, mais c'est des indicateurs importants. D'autant plus qu'aujourd'hui, cette précarité dont nous parlons, de laquelle on devra soustraire les femmes si on arrive du point de vue de l'éducation et du point de vue de la lutte contre l'analphabétisme à remplir quelques indicateurs sur ces 2 plans-là, l'accès à l'eau potable et l'accès à l'éducation, on pourrait se dire que des efforts ont été faits. Mais ces efforts sont insuffisants par rapport à la grande masse qui est présente, qui a besoin des services sociaux de base, qui a besoin de l'éducation du point de vue de l'alphabétisation, qui a besoin d'un environnement et d'un cadre sain pour vivre, et qui a besoin des infrastructures, des intrants du point de vue de la production. Quand je parle d'intrants, c'est l'accès à la terre, l'accès aux ressources financières, ressources matérielles, ressources de production en général. Mais où est-ce qu'on envoie toutes ces ressources qu'on vote dans nos différents budgets au niveau de nos États? C'est une grosse interrogation. Nous allons y revenir. Alors, Emmanuel Crépy, quand on parle aujourd'hui de la lutte pour le droit des femmes, la célébration du 8 mars, est-ce que vous, selon vous, est-ce qu'il s'agit d'une manifestation sincère ou une farce organisée par les autorités sur le continent africain? Merci Joël. Je pense que ça devait être une manifestation sincère. Et je crois, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez posé la question à Mme Aplogon de savoir si c'est une célébration pour le continent africain. Je dirais aujourd'hui, plus que jamais, c'est le continent africain qui est le plus concerné parce que c'est sur ce continent qu'il y a les formes les plus dures de brimade, de ségrégation que les femmes subissent. Aujourd'hui, je crois que le 8 mars devrait être une affaire de l'Afrique. Mais aujourd'hui, le constat est là. Nous le constatons tous. Cette journée, le 8 mars, est transformée, est détournée à d'autres fins, à des fins propagandistes, parce qu'on sait que dans la plupart des pays africains, les femmes constituent un réservoir d'électorat. Alors ces journées de 8 mars sont des occasions de rassemblement de ces femmes pour les utiliser à des fins électoralistes. Je crois que la chose a été beaucoup plus détournée de l'objectif principal. Parce que le 8 mars, qu'est-ce que cela devait être? Vous l'avez rappelé au début de cette émission, c'est dans les années 77 que l'ONU a décrété la chose. Et que cela est parti, l'origine, c'est que ce sont des ouvrières, des suffragettes qui se sont battues, qui se battaient pour des droits de vote et pour les meilleures conditions. Aujourd'hui, normalement, le 8 mars devrait être une journée de réflexion pour les femmes, une journée de réflexion pour des associations de militantes, réfléchir, faire un point sur le chemin qui a été parcouru, célébrer s'il y en a des acquis et réfléchir pour des perspectives d'avenir. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons dans des ministères, quand on parle de 8 mars, vous voyez des femmes en uniforme, c'est une fête, on boit, on mange, mais l'essentiel même est laissé de côté. Je crois qu'on doit recentrer le débat sur la question de la femme, parce que aujourd'hui, je l'ai dit au départ, c'est en Afrique que les femmes sont le plus brimées. Je vais parler par exemple d'une loi, d'une proposition de loi
Je prends le cas du Bénin, qui a une proposition de loi portant égalité d'accès aux fonctions électives et nominatives entre hommes et femmes, qui a été envoyée au Parlement au Bénin. Nous savons le sort qui a été réservé à cette loi, à cette proposition de loi, une proposition de loi qui a été reportée sine die, mais depuis, on n'en a plus parlé. Mais ces mêmes hommes politiques, à l'approche des élections, vont voir ces mêmes femmes pour les utiliser, les manipuler. Je crois que ça doit cesser. Ça doit cesser. Une grosse interrogation. Madame Huguette Akploga-Dossa, pourquoi les femmes sont-ils faciles à manipuler en période électorale en Afrique? Voilà, on parle des conditions des femmes. Elle n'est jamais intéressante, elle n'est jamais reluisante, mais malgré cela, elles sont prêtes à se faire manipuler. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Merci beaucoup. Celles qui sont prêtes à se faire manipuler sont bien celles-là, la grande majorité. 75% de la population qui est analphabète, qui ne comprend pas pourquoi on la manipule et qui peut-être ne se rend pas compte qu'on la manipule. C'est une question d'ignorance. Vous croyez vraiment? J'y crois sincèrement, d'autant plus que quand nous nous rapprochons d'elle, après ces manifestations, la simple chose qui est dite, c'est qu'on nous a invités à une manifestation, on nous a promis de nous donner 1000 francs ou 2000 francs. N'ayant pas de ressources pour lutter contre notre précarité, nous préférons d'abord aller prendre ça, même si on ne sait pas de quoi il s'agit. Oui, mais justement, vous avez été militante d'une association de défense des droits des femmes au Bénin. Et il y a eu des budgets qui ont été votés. Qu'est-ce qui est fait concrètement pour ces femmes, pour les sortir de cette situation, pour les amener à comprendre qu'il ne faut pas se laisser manipuler? Merci infiniment. Je crois qu'au moment fort de Social Watch, nous avions analysé les différents budgets généraux de l'État. Je pourrais dire le budget de l'année 2006, année 2007, 2008, 2009. Je pourrais dire concrètement que par rapport au genre, voir ce qui reviendrait en tenant compte des ministères sectoriels aux femmes, des différentes analyses faites, des recommandations ont été très fortes. Ce qui est prévu pour que les droits des femmes soient respectés du point de vue des ministères sectoriels n'était pas perceptible. Oui, mais quand vous parlez de ministère, tout le monde sait quand même que dans les ministères, il n'y a pas vraiment le côté pratique. Nous parlons du terrain. Qu'est-ce qui est fait sur le terrain? Justement, les différents projets qu'on inscrit au budget, qui doivent aller sur le terrain, ne touchaient que les infrastructures. Et quelles infrastructures? Allez-y voir. Quand vous regardez les autres projets qui pourraient toucher directement les femmes, c'est des projets qui viennent des partenaires au développement, mais qui ne sont pas inscrits au niveau du budget général de l'État. Et tout ce qui est retrouvé, c'est les PIP. Les PIP touchent les infrastructures. Et ces infrastructures, on avait aussi la possibilité de regarder, mais qu'est-ce qui revenait concrètement aux femmes? Et quand on devait les réaliser du point de vue de la prise en compte du genre, qu'est-ce qui était regardé ou qu'est-ce qui était mis concrètement dans ces budgets? Vous regardez, niet. Niet. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on pouvait faire, nous avons eu à faire des exercices avec la coopération suisse qui nous avait permis à travers la budgétisation du genre dans les budgets généraux de l'État, comme verdir le budget général de l'État, c'était des exercices qu'on avait fait par rapport à l'environnement. Ça a été fait sur 1 ou 2 exercices. Et la suite? Mais depuis l'avènement de la refondation, je trouve qu'on a beaucoup trop fait de folklore. Donc vous reconnaissez que ce sont les autorités politiques qui encouragent le recul? C'est clair, d'autant plus qu'on n'a pas le cœur à la prise en compte des besoins sociaux de base des populations. Et là, nous n'avons pas grand-chose à faire. J'ai eu la chance, en tant que présidente de la Commission de l'économie et des finances au Conseil économique et social, cette commission qui avait pour rôle principal d'analyser le budget général de l'État. Et jusqu'à ce niveau de décision et de conseil au gouvernement, vous voyez que quand le budget vient au Conseil et traverse le Conseil pour aller au Parlement, avant même le Conseil, qui a plus grand-chose à faire pour que ce budget soit changé avant l'exercice suivant. Et tout ce qu'on avait l'opportunité de faire, c'était de donner
de faire des recommandations pour l'année N+1. Lesquelles recommandations viennent timidement, ne sont presque jamais suivies, prises en compte. Nous sommes pratiquement à la fin du premier quart de cette émission. Très rapidement, Emmanuel Crépy, est-ce que vous pensez que la lutte pour la défense des droits de femmes doit se faire en Afrique comme cela se fait en Occident? Très rapidement. Nous ne sommes pas sur le même terrain. Parce que c'est deux terrains carrément différents. Parce que Mme Aplogan l'a dit tout à l'heure, au Bénin, prenons le cas du Bénin par exemple, c'est 75% d'analphabètes, les femmes. Et aujourd'hui, on doit se rendre compte que ce sera un combat de longue haleine. Commencez déjà par ce qui se fait déjà, envoyer beaucoup de filles à l'école, ce qui n'était pas le cas. Sur ce plan, je crois qu'il y a eu beaucoup d'avancées. Je crois que c'est par là qu'il doit démarrer déjà la lutte. Et je crois aussi que cette manipulation des femmes aujourd'hui trouve quelque part son origine au niveau de la pauvreté, parce que les femmes qui sont souvent manipulées viennent du milieu rural. C'est pas souvent des femmes qui sont instruites. C'est pas précarité, c'est une de points. Justement, je sais que Madame Aplogan préfère parler de précarité. Je crois que nous sommes en train de parler de la même chose et on se comprend. Et les femmes en Afrique, c'est pas comme en Europe où elles ont été reléguées pendant des années durant au second rang. Il va falloir sortir également de ce carcan et s'affirmer. C'est pas facile. Donc, c'est comme je le disais au départ, ça doit passer par envoyer les filles à l'école, suivre ces filles, l'évolution de ces filles à l'école. Je crois que la lutte aujourd'hui est à ce niveau et on a pu réussir ça en ce qui concerne l'objectif du millénaire pour le développement. Il va falloir continuer. Il va falloir continuer et obtenir des résultats. Est-ce qu'on a réellement réussi donc cet objectif des millénaires, puisque les filles, une fois à l'école, aujourd'hui, est-ce qu'on est sûr qu'elles finissent l'école? Ce sera tout pour le premier quart de ce Sika Info Mag. Nous allons revenir sur le sujet tout à l'heure. Ce sera dans le troisième quart. Mais en attendant, voici la deuxième partie de ce magazine. Bienvenue dans la deuxième partie de Sika Info Mag. Je vous invite à présent à suivre le journal de l'économie. Ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'actualité économique. Tout de suite, le sommaire. La Banque africaine de développement au secours du Nigeria, elle octroie 175 millions de dollars pour un programme de transformation agricole. La Banque centrale populaire en plein essor au Maroc, elle a réalisé en 2014 un bénéfice net en hausse de 12,5%. Enfin, nous irons au Qatar où les femmes se lancent dans les affaires en dépit du conservatisme religieux ou familial. À nouveau, bonjour et bienvenue dans le journal de l'économie. La Banque africaine de développement BAD a octroyé 175 millions de dollars au Nigeria, ceci pour accompagner la première phase du programme de soutien à la transformation agricole. Cette somme servira notamment à financer l'implantation de 4 zones de transformation des cultures vivrières, en plus de contribuer au PIB du pays à hauteur de 9 milliards de dollars. Eh bien, ce projet permettra la création de 200 000 nouveaux emplois. Direction maintenant le Bénin. Le gouvernement a fait passer le prix plancher de l'anacarde de 200 francs CFA à 225 francs CFA le kilogramme. Les producteurs d'anacarde obtiendront de ce fait 25 francs de plus par kilogramme de noix produites durant la nouvelle campagne de commercialisation. Par ailleurs, les superficies consacrées à la culture sont passées de 165 000 hectares à 191 000 hectares entre 1998 et 2007. Les exportations, quant à elles, ont évolué de 19 174 tonnes en 1997 à 69 357 tonnes en 2006. Il faut ajouter que pour la campagne en cours, le pays s'attend à produire environ 120 000 tonnes de noix de cajou. La direction du port ivoirien de San Pedro entamera dès le mois prochain un roadshow en France et au Royaume-Uni. L'objectif est de lever 180 milliards de francs CFA en vue de financer un programme d'extension et de modernisation de ce port.
Le programme nécessitera des investissements globaux de 900 milliards de francs CFA entre 2015 et 2020. Sur ce montant, 180 milliards de francs CFA seront levés sous forme de prêts et de financement direct. Les 720 milliards restants seront mobilisés grâce à des accords de concession BOOT, entendez Belt Operate and Transfer. Ces accords seront conclus notamment dans le cadre de partenariats publics-privés. Nous passons à un autre élément dans ce journal de l'économie. Eh bien, la zone euro a affiché une croissance de 0,3% au quatrième trimestre 2014. Le chiffre a été confirmé vendredi dernier par l'Office européen des statistiques Eurostat qui a publié par la même occasion une deuxième estimation du produit intérieur brut sur la période. Cela porte la croissance pour la région à 0,9% pour l'ensemble de l'année 2014. Plus de précisions dans ce reportage. Eurostat a estimé à 0,9% la croissance affichée par la zone euro pour l'ensemble de l'année 2014. Parmi les États membres pour lesquels les données sont disponibles pour le quatrième trimestre, l'Estonie plus 1,1% ainsi que l'Allemagne et l'Espagne plus 0,7% chacun ont affiché les plus forts taux de croissance par rapport au trimestre précédent. Chypre, moins 0,7%, la Grèce, moins 0,4%, l'Autriche ainsi que la Finlande, moins 0,2% chacun, ont eux enregistré des baisses. De son côté, la France, deuxième économie de la zone euro, a affiché une croissance de 0,1% fin 2014, tandis que l'Italie a enregistré une croissance à l'arrêt, soit 0%. Dans le détail, la consommation des ménages a augmenté de 0,4% dans la zone euro et les investissements ont progressé de 0,4%. Les exportations ont cru de 0,8% et les importations de 0,4%. D'après une analyse d'Eurostat, la croissance au quatrième trimestre provient à la fois de la consommation des ménages, des investissements et du commerce extérieur, ce qui laisse penser que l'affaiblissement de l'euro commence à bénéficier aux entreprises exportatrices. Retour sur le continent africain pour dire que le groupe bancaire marocain Banque Centrale Populaire annonce avoir réalisé en 2014 un bénéfice net en hausse de 12,5% à 2,2 milliards de dinars marocains, soit 224,9 millions de dollars. Le produit net bancaire de la dite banque a augmenté de 12% à 14,7 milliards de dinars. Ceci grâce à la filiale Banque Atlantique Internationale qui opère dans une dizaine de pays africains. Le groupe BCP indique par ailleurs que les dépôts de la clientèle ont enregistré une augmentation de 9,5% pour s'établir à 229,9 milliards de dinars, représentant ainsi 26,8% précisément du marché marocain. Un autre élément dans ce journal de l'économie, en 2015, les États de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, prévoient d'émettre une dette de 2865 milliards de francs CFA. Pour la Banque centrale, ce recours massif à l'endettement ne devrait pas mettre en danger leur stabilité économique, d'autant plus que la région devrait connaître une croissance de 7,2% cette année. Ce montant de dette est en net recul par rapport aux 3 450 milliards de francs CFA annoncés en 2014, année durant laquelle, on s'en souvient, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, les deux premières économies de la zone UEMOA, avaient eu recours aux marchés financiers internationaux. Nous nous rendons maintenant au Ghana, le Ghana qui compte émettre un eurobond de 1 milliard de dollars en 2015. Une émission qui intervient 6 mois à peine après avoir levé le même montant sur les marchés internationaux. Cette hâte peut s'expliquer par la conjoncture économique difficile que traverse le Ghana depuis 2 ans maintenant.
Une situation qui a entraîné une hausse considérable du coût de la dette du pays sur le marché local et provoqué par la même occasion les inquiétudes des investisseurs internationaux. Nous quittons le continent africain pour nous rendre au Qatar à la rencontre d'une jeune femme qui a choisi de créer son propre commerce. Elle vend des objets made in Qatar. Comme elle, des dizaines de jeunes Qataris se lancent dans les affaires, encouragés par un programme gouvernemental en dépit du conservatisme religieux ou familial. À 28 ans, la Qatari Mariam El Soubaye a choisi de monter sa société. Au Qatar, un programme de nationalisation de l'emploi garantit un travail et des salaires plus élevés à tous les Qataris, hommes et femmes. Il leur simplifie aussi les démarches pour créer leur entreprise. J'étais directrice des programmes et de la création à Qatar TV. Avant ça, je travaillais dans le marketing et au ministère des Affaires étrangères. Puis j'ai lancé différentes initiatives pour les jeunes et je suis arrivée à un point dans ma vie où je voulais créer quelque chose qui m'appartienne. L'ancienne première dame, Sheikha Moza, a ouvert la voie aux femmes du Qatar. Depuis 1999, elles ont le droit de voter et d'occuper des postes élevés au sein du gouvernement. À l'université Carnegie Mellon de Doha, elles sont 4 fois plus nombreuses que les hommes qataris à suivre le cursus business. Au Qatar, nous les femmes, on est traitées comme des reines. On a tous nos droits, je n'ai pas besoin de me battre pour mes droits, quels qu'ils soient. J'ai tout ce que je veux. L'opportunité est là et c'est à moi de décider si je veux la saisir ou pas. Les aînés ont quand même bien ouvert la voie pour les plus jeunes, mais c'est aussi un pays neuf où les opportunités existent. Il est difficile aujourd'hui, et je sais de quoi je parle, de créer une société en France parce que c'est très peu soutenu. Alors je pense que c'est le cas dans pas mal d'autres pays, mais en tout cas au Qatar, non. Dans un contexte économique très favorable, les jeunes Qataris sont invités à participer à la construction et à la promotion de leur pays. À ce forum organisé pour les créateurs de start-up, toutes les sociétés présentes sont gérées par des jeunes femmes, certaines encore étudiantes. Nous avons beaucoup à donner à la communauté, à la société et même à notre pays. Mais il est difficile de nous accepter. La culture est toujours conservatrice dans un sens et les gens pensent que les femmes ne peuvent pas faire certaines choses, qu'elles sont inférieures aux hommes. Je ne sais pas pourquoi. Mais cette génération leur prouve le contraire, grâce à des femmes meneuses de projets et qui occupent des positions supérieures. Le Code du travail qatari applique l'égalité salariale entre hommes et femmes, mais certains secteurs sont exclusivement réservés aux hommes, comme l'agriculture et la pêche. Malgré les avantages dont elles bénéficient, les femmes qataries continuent de faire face aux contraintes d'une société patriarcale et à des discriminations culturelles. En 2012, seulement 35% des femmes qataries en âge de travailler étaient actives, un pourcentage qui évolue peu. Du Qatar, rendons-nous aux États-Unis. 50 ans après la marche de Selma qui avait été reprimée dans le sang, la pauvreté et le chômage battent toujours des records. Aujourd'hui encore, plus que l'égalité et le droit de vote des Noirs, c'est à une lutte pour la croissance économique et pour l'emploi que les habitants de cette ville se battent. En 1965, Martin Luther King se battait pour l'égalité et le droit de vote des Noirs. Après des semaines de manifestations, le président Johnson fait passer le Voting Rights Act, une loi historique. Mais 50 ans plus tard, les inégalités économiques sont-elles toujours bien présentes au cœur de l'Alabama? Quand Martin Luther King est venu se battre pour nous ici, il nous a beaucoup aidés. Mais aujourd'hui, on veut des emplois pour les jeunes d'ici, pour qu'ils arrêtent de s'entretuer. Le chômage à Selma atteint les 10%, c'est bien plus que la moyenne nationale, et la moitié des habitants de la ville vivent en dessous du seuil de pauvreté. Cet entrepreneur a décidé de faire bouger les choses. L'année dernière, il a ouvert une pépinière d'entreprise pour créer des emplois à Selma. On parle beaucoup de Selma à cause de la lutte pour les droits civiques, mais les gens qui vivent ici veulent plus de croissance économique. Ce serait bien si toute l'attention qu'on a donnée aux droits civiques pouvait désormais se tourner vers l'économie. J'aimerais bien voir plus d'industrie à Selma, et je ne suis pas le seul.
Pour beaucoup ici, la venue de Barack Obama, premier président noir pour les 50 ans des marches de Selma, est un rappel fort du chemin parcouru, même si la lutte est loin d'être finie. Pour nous, c'est une inspiration parce que tout le monde s'est battu ensemble pour arriver à la victoire et on peut y arriver aujourd'hui aussi. J'espère que cette célébration va attirer l'attention sur Selma pour voir à nouveau des changements positifs. Interdite par la loi en 1965, la ségrégation dans les bureaux de vote a peu à peu disparu des esprits. Aujourd'hui, c'est la lutte pour l'emploi et l'égalité des chances qui a pris le dessus. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour ce journal de l'économie. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour d'autres informations. Au revoir. Vous êtes toujours sur Sika et vous suivez actuellement la troisième partie de Sika Infomag, le magazine d'information consacré au décryptage de l'actualité dans le monde entier et en Afrique. La célébration du 8 mars, journée internationale consacrée aux droits des femmes, farce ou réalité en Afrique, c'est la principale problématique débattue ce jour dans votre émission Sika Infomag. La suite du débat, ce sera juste après le flash d'information. 2 enfants et un casque bleu tchadien ont été tués ce dimanche par des tirs de roquettes à Kidal dans le nord-est du Mali. Contrairement à l'attaque de Bamako revendiquée par Al-Mourabitoun, les auteurs du tir de roquettes contre le camp de l'ONU à Kidal ne se sont pas fait connaître dans l'immédiat. Au Nigeria, le roi du Maroc refuse de s'entretenir avec le président Goodluck Jonathan. Selon une source diplomatique marocaine, Goodluck Jonathan est président depuis 5 ans et n'avait jamais demandé à discuter avec le roi du Maroc. Sa demande est donc assimilée à une récupération politique pour s'afficher avec un dirigeant d'un pays arabe et musulman à l'approche des élections. Enfin, au Maroc, près de 10 000 personnes ont manifesté ce dimanche à Rabat à l'occasion de la Journée internationale des femmes, réclamant notamment une mise en œuvre plus rapide de la Constitution de 2011 qui appelle l'État marocain à œuvrer à la parité. Les participants ont scandé des slogans critiques à l'égard du chef du gouvernement. Célèbre-t-on vraiment le 8 mars dans les pays africains ou est-ce juste l'occasion d'une comédie orchestrée chaque année par les dirigeants politiques sur le continent africain? Nous relançons le débat juste après ce générique. Nous sommes de retour sur Sika Infomag et j'ai toujours sur ce plateau Madame Huguette Aklogandosa. Elle est une militante des droits des femmes au Bénin, en Afrique et à l'international. Joël Yetonji, journaliste à Sika TV, nous a rejoint pour la suite des discussions. Alors, Joël, bonjour. Bonjour. Ma première question s'adresse à vous, Joël. Depuis quelques années, on parle aujourd'hui du microcrédit pour les femmes. À votre avis, est-ce que cela peut réellement sortir les femmes de leur situation de précarité en leur donnant une autonomie? Si la question est formulée de cette façon, je dirais oui. Microcrédit aux femmes, ça peut les aider à revoir leur situation. Tout est dans la façon de gérer ces fonds. Parce que l'autre problème de tout temps de ces femmes, c'est le problème d'autonomie. Et l'autonomie, on ne peut pas l'avoir si on n'a pas une activité. Et dites-vous, dans les contrées africaines, pour mener des activités, la femme n'a pas besoin de fortes sommes d'argent. Non. Les activités se mènent déjà avec 200 francs CFA, 500 francs CFA. Je dis de petits commerces dans nos contrées. Alors le microcrédit, ce qu'on a observé, on donne 25 000 francs, 20 000 francs à une femme dans un village, dans un coin perdu où il est question pour cette bonne dame de vendre de la farine, de vendre des galettes, de petits trucs. Et avec ça, elle subvient aux besoins de sa famille, de ses enfants qui ne sont pas 1, 2. Mais vous savez, le nombre est important. Alors quand on apporte un peu plus que ça à cette femme, dites-vous, ça peut changer quelque chose lorsqu'il y a à côté le suivi, la bonne gestion. Donc la question posée sous cet angle-là, oui, ça peut aider ces femmes. Et ce n'est pas inutile. Il y a des pays où les choses auraient pu péter depuis s'il n'y avait pas les microcrédits. Mais maintenant, il faut dire, les gens ont eu le temps de travestir les microcrédits. La forme qu'on a donnée par la suite au microcrédit, c'est ça qui a déploré, c'est à la tête de clients, c'est devenu aussi du clientélisme. Je t'en donne pour peu j'ai la certitude que tu peux m'accompagner dans ce que je suis en train de faire. Je t'accompagne pour peu j'ai la certitude que demain,
tu seras mon porte-voix pour défendre ma cause. Je t'accompagne dès lors qu'on est de la même contrée. Donc c'est devenu aussi un outil de ségrégation et autres. C'est ça. Ou une instrumentalisation de cette Il y a l'instrumentalisation, il y a la ségrégation, il y a l'oppression et tout à la fois. Les hommes politiques, tout ce qui peut aider les populations à sortir malheureusement de l'ornière, les hommes politiques ont cette manie de très rapidement l'habiller autrement à leur profit. Et tout ceci parce que nous avons une population malheureusement analphabète qui ne comprend pas. C'est ça l'autre drame. Et c'est là aussi que la société civile est coupable. Parce que elle, qui doit jouer le rôle d'éveilleur de conscience, est malheureusement absent sur un terrain comme celui-là. On ne le voit pas. C'est une grosse interrogation. Est-ce qu'il existe réellement une société civile en Afrique? Nous allons en parler certainement un autre jour. Madame Aklokan, alors en plus des microcrédits au Bénin par exemple, on parle de certains services qui ont été rendus gratuits pour les femmes. Je veux parler de la césarienne, je veux parler de l'école pour les femmes. Alors pensez-vous que la solution réside aujourd'hui dans la gratuité des services offerts aux femmes? Merci beaucoup. Je dirais sincèrement que services gratuits offerts aux femmes, il vaut mieux assurer ou s'assurer que les droits des femmes sont respectés. Donc vous préférez le respect des droits des femmes que la gratuité? En quoi faisant? En mettant en place des mécanismes qui permettent à ces femmes-là, à partir du peu de ressources dont elles disposent, d'accéder facilement aux services. Je m'explique. Une femme qui, enceinte, mène ses activités normalement et sait qu'avec son époux, dans 9 mois, j'accouche, nous mettons de côté des ressources pour aller à la maternité. On ne va pas à la maternité pour souhaiter qu'on soit césarisé. On ne va pas à la maternité pour souhaiter que là-bas j'ai des problèmes pour ne pas accoucher normalement. Nous mettons des ressources de côté pour qu'on aille à la maternité accoucher normalement. Arriver à la maternité, qu'on puisse trouver une sage-femme présente ou un médecin présent qui nous accueille avec toute la chaleur requise, qui nous offre des services de qualité, qu'on accouche, qu'on prenne en compte le bébé par rapport aux soins prénataux et qu'on puisse dire, voilà, vous pouvez rentrer chez vous sain et sauf parce que vous avez payé les services pour lesquels vous êtes venu à l'hôpital. Mais voilà, dans un pays où nous nous trouvons, des mécanismes ont été mis en place pour amener les populations à être demandeurs de services gratuits. Où on met en place volontairement ces services gratuits, comme le disait Joël tout à l'heure, pour constituer un vivier électoral. Donc vous pensez que c'est une manière de maintenir alors la femme sous un statut d'indigent? Indigents, c'est trop dire, parce que ceux qui en bénéficient réellement, ce n'est pas les indigents. Elles seront toujours nécessiteuses. Ceux qui en bénéficient réellement, ce n'est pas les indigents, d'autant plus que ces services gratuits qui sont mis en place sont également marchandés autrement. Les indigents qui arrivent à l'hôpital, les indigents qui arrivent à l'hôpital et qui n'ont personne, meurent malheureusement en couche ou n'accèdent pas à ces services et perdent malheureusement leur bébé. C'est vous dire qu'autour de ces services mis en place également, il y a tout un autre mécanisme qui est mis en place pour que ces populations n'accèdent pas à ces services-là. Mais on retrouve quelque part des sages-femmes et des médecins consciencieux encore et qui utilisent ces kits à bon escient. En fin de compte, c'est un cycle infernal qui n'a pas de début ni de fin. Les femmes, aujourd'hui, on fait semblant de leur donner des choses gratuites, mais au bout du rouleau, elles ne bénéficient pas de ce genre de choses. Je dirais sincèrement que si on devrait faire une évaluation en bonne et due forme, celles qui en bénéficient ne sont pas celles qui devraient en bénéficier. Si on devrait faire une évaluation. Malheureusement, je ne suis plus aux affaires pour mener des études de terrain et tout. Je le confie. Les études antérieures que vous avez eu à mener ont donné Bon, on n'a pas travaillé sur la question des césariennes, par exemple. Mais vous avez travaillé sur quoi? Sur la question des microcrédits? On a travaillé... La question des microcrédits, oui. Qu'est-ce que vous aviez eu à constater? Le constat était très amer. Les services d'accompagnement qui devraient se faire ne se faisaient pas. Si bien que les dames, une fois les fonds reçus, arrivent à la maison, c'est les époux qui récupéraient les fonds pour dire, voilà, où ils ne donnaient plus la popote ou n'assuraient plus les services qu'ils devraient assurer parce qu'on sait que la femme a ramené de l'argent à la maison. Et comme ça, mère de famille, sensible
ne pouvant pas voir ses enfants mourir de faim, est obligée d'assumer le quotidien de ses enfants. Et voilà où l'argent va. Et quand il s'agit, à la fin du mois, d'aller honorer les échéances, vous voyez ces femmes la main sur la tête. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? C'est une grosse interrogation. Nous allons évoluer dans cette discussion. Alors, dites-moi, Madame Akplogan, comment est-ce qu'on peut comprendre que les femmes, aujourd'hui, en sont à lutter encore pour leurs droits, alors qu'on sait que ce sont les femmes qui donnent naissance à leurs enfants? Elles pouvaient régler le problème de respect des droits des femmes depuis la base, au cours de l'éducation de leurs enfants. C'est clair que ça pourrait se faire, ça devrait se faire, si on conjugue très bien les verbes, puisque la femme qui porte le bébé parle à son bébé depuis le ventre, lui dit ce qu'il faut faire quand tu seras grand, quand tu vas naître. Tout ce qu'on souhaite là, quand on porte le bébé, on le dit. Voilà. Mais les réalités ne sont pas les mêmes quand le bébé descend, le contexte dans lequel vous vivez. Une femme, je prends simplement la femme rurale, qui met au monde un enfant, qui se retrouve du jour au lendemain, bébé sous les bras parce qu'entre-temps elle a perdu le mari, qui soit a eu un accident ou une maladie grave, et qui doit entretenir, Joël l'a dit, 1, 2, 3, 4. Et qui vient trouver un bon samaritain qui arrive un beau matin avec microcrédit et qui en même temps l'enrôle pour devenir un vivier électoral. Vous voulez qu'elle fasse quoi? Donc, et tout le travail des ONG, il faut se laisser emporter par le fatalisme. On ne se laisse pas emporter. Tout le travail porté par les ONG, c'est le lieu de saluer, malgré que j'ai des griefs aujourd'hui contre tous ces mécanismes et toutes ces méthodes utilisées actuellement par ces organisations. C'est le lieu de saluer. Sont également à la recherche de la... Au fait, ont été transformés en club d'escroquerie des partenaires. Escroquerie, c'est trop dit. Aujourd'hui, quand on utilise le nom de la femme, on a facilement des milliards. Escroquerie, c'est trop dit. C'est qu'entre partenaires et ONG, des mécanismes se mettent en place sur le dos des populations. Ok? Escroquerie, c'est trop dit. C'est entre les deux parties. Un mécanisme qui permet quand même de détourner l'argent pour faire autre chose. Est-ce qu'elle le détourne? Ou est-ce qu'il le détourne? C'est une grosse interrogation. Voilà. Joël Yetonji, est-ce qu'aujourd'hui, on peut assimiler, quelle est la différence, du moins selon vous, entre la lutte pour le droit des femmes et le féminisme sur le continent africain? En principe, il n'y a pas de confusion possible. Hein. La lutte pour les droits des femmes se retrouve quand on parle du féminisme, mais c'est de façon un peu plus accentuée. Mais c'est l'image que les gens portent. Et là, vous m'excusez, nous, hommes de médias, on a aussi un grand rôle à jouer. Et la façon dont ça se mène, la façon dont ça se commune, que c'est extraverti. Mais ce sont des femmes qui sont plus audacieuses que d'autres, qui montrent à leur père que c'est possible, nous pouvons y arriver. Nous avons eu des modèles qui ont réussi par le passé. Nous n'avons pas besoin de ces hommes pour autant pour nous en sortir. Ce sont des femmes qui disent « Non, ma soeur, cesse de pleurnicher. Tu vaux plus que l'homme. Oui, c'est ça le féminisme. Mais malheureusement, je dis, c'est ça. Qui sont détestées par les autres femmes. Par les autres femmes. C'est ce que je dis. Le problème, vous m'amenez très vite à aller sur cette piste-là. Le problème fondamental des femmes, c'est les femmes elles-mêmes. Ça, c'est vrai. Si elles se mettent vraiment ensemble, si elles essaient d'apprécier à sa juste valeur et de comprendre ce qu'elles constituent elles-mêmes, ce n'est pas évident qu'on en soit là. Aujourd'hui, quand on observe très bien, il n'y a plus ce secteur-là où les femmes ne peuvent pas intervenir. Parce qu'au niveau de tous les secteurs, peut-être pas de la même façon. Et lorsque la femme arrive à se retrouver dans une position où la même que l'homme, je ne vous apprends rien. Elle bénéficie malheureusement de cette faiblesse de l'homme. On la porte encore davantage. Qu'est-ce que veut dire? Une femme capable, positionnée et encore mieux lotie.